On va commencer par une interview d'une petite demi-heure, un petit peu plus, un petit peu moins, en fonction de ce que tu as à nous dire, Ami. Et puis ensuite, on pourra prendre toutes les questions que vous, ceux qui nous écoutez, vous posez. Donc, au fur et à mesure de cette interview d'une petite demi-heure, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat directement sur Zoom. Je pense que vous savez tous comment ça s'utilise. Vous pouvez poser directement les questions que vous souhaitez, puis nous, on les prendra une fois qu'on a fini, cette petite interview d'une demi-heure. J'ajoute que si vous souhaitez poser une question directement à Ami, vous pouvez activer une fois ces 30 minutes passées votre vidéo et votre micro. Il n'y a pas de souci, vous avez juste à lever la main sur l'application Zoom. Ça, je pense aussi que vous savez comment le faire. J'en vois déjà certains qui le font. Et je vous donne la parole, sans aucun souci. Je précise simplement que c'est un atelier enregistré qu'on met ensuite sur notre compte Facebook et YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, par exemple, n'hésitez pas à seulement réactiver votre micro pour poser votre question. Il n'y a vraiment aucun souci comme ça. Écoute, Ami, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à toi, Damien. Et merci à tous d'être là. Hein. C'est chouette. Tu veux bien te présenter très rapidement, nous dire avec tes mots ce que tu fais au quotidien, le métier de styliste, pour toi, ce que ça veut dire, très rapidement, puis on va pouvoir commencer un petit peu ensuite à rentrer plus dans le détail. Ça marche. Moi, c'est Amina, mais je suis plus connue sous le nom de Emilucette parce que c'est une marque que j'ai lancée en 2012. Et du coup, voilà, je suis styliste modéliste et mon métier consiste à créer de la mode, pardon. Comme le titre pourrait le faire deviner. Donc, c'est ça. Écoute, pour commencer à rentrer un petit peu dans le détail, moi, comme souvent, je vais te proposer un petit questionnaire de Proust pour essayer de cerner un petit peu plus à quoi ressemble ton quotidien en tant que styliste. Est-ce que tu es prête? Il y a plusieurs questions et puis je te laisse plusieurs possibilités à chaque fois. Ok. Alors, d'abord, dans un premier temps, je vais te demander à quoi ressemble ta vie de bureau au quotidien. Est-ce que c'est plutôt un open space lumineux avec des tables à dessin partout, des collègues en ébullition, ou est-ce que c'est plutôt un atelier solitaire, éventuellement chez toi, où tu travailles seul et où personne ne te dérange pendant que tu es en train de créer? Dans un premier temps, c'est un atelier seul, vraiment solitaire, où je développe mes créations, je fais mes dessins, mes petits croquis. C'est beaucoup un travail de recherche. Donc, dans un premier temps, je travaille vraiment toute seule. Et puis, quand je dois passer à la phase de la confection, là, à ce moment-là, je peux faire appel à d'autres personnes. Mais en général, c'est beaucoup toute seule. Quoi. Ok, donc c'est plutôt un travail solitaire la plupart du temps, mais après, tu peux faire appel à pas mal de personnes dans un deuxième temps. Ok, très bien. Maintenant, je vais te poser une question sur ton rythme de travail ou la réalité de ton travail quotidien. Est-ce que c'est plutôt des déplacements et des rendez-vous tout le temps, plusieurs fois par jour pour présenter ton travail à des clients potentiels? Est-ce que c'est des phases de rush très, très importantes où tu dois boucler un projet, une collection et que tu as une deadline très ferme et que vraiment tu es dans un rush pas possible? Est-ce que c'est une vie entière passée sur les réseaux sociaux afin de montrer et de faire connaître ton travail? Ou est-ce que c'est plutôt un long fleuve tranquille, quelque chose qui est toujours un petit peu pareil et sans trop d'accro? Alors, c'est plutôt des phases de rush, d'énormes phases de rush, parce que généralement, oui, on a des deadlines pour des défilés, etc. Donc, il faut à chaque fois préparer des collections. Par exemple, l'automne-hiver, on a des dates précises. Et ouais, c'est plutôt intense. Donc, non, le long fleuve tranquille, on peut oublier. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, pas vraiment un long fleuve tranquille, des grosses phases de rush. Ok. Et maintenant, la motivation de ton travail. Est-ce que c'est plutôt une passion, le fait d'être styliste pour toi, ou est-ce que c'est plutôt un gagne-pain et quelque chose que tu as fait un petit peu par hasard comme ça, ou est-ce que c'est vraiment un métier qui vraiment au quotidien te passionne? Non, c'est vraiment une passion et ça a commencé très jeune et c'est encore là dans un coin de ma tête. Mais ouais, non, c'est vraiment une passion. Et justement, puisque tu parles de passion, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail? Est-ce que c'est par exemple le processus de création, d'invention?
Est-ce que c'est, je sais pas moi, la satisfaction de voir tes clients satisfaits, ou est-ce que c'est justement cette adrénaline, ce rush dont tu parlais juste avant? Euh, je dirais la première et la dernière réponse. La première et la dernière. Donc, le Ouais. processus de création, Le processus d'invention. de création, ça, c'est vraiment c'est super prenant parce que voilà, c'est beaucoup de recherche, etc. Mais après, c'est très excitant et voilà, quand on a une idée, on veut absolument arriver au résultat. Et une fois qu'on a le résultat, ben, c'est super satisfaisant, quoi. Donc, ouais, donc clairement, donc c'est la première et la dernière réponse, je dirais. Les phases de rush, ça fait partie du jeu, c'est obligé. Donc, ouais. Et oui, les phases de rush, effectivement, sans aucun doute, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus. D'ailleurs, enfin, maintenant que tu nous as dressé un portrait un peu comme ça, très rapide de ton travail, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer un petit peu plus en détail? Je m'explique. Tu disais que tu étais styliste modéliste, si je me rappelle bien. En quoi ça consiste le stylisme et le modélisme? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ces deux travails-là, parce que j'ai l'impression que c'est deux travails un peu séparés, et comment tu les mets en place pour faire des projets, pour créer, et comment tu mets en place ton processus créatif? Ok. Alors, le travail de stylisme, c'est super vaste. Franchement, on peut très bien travailler pour des magazines, habiller des gens. Enfin, c'est vraiment super vaste, mais c'est vraiment tout l'aspect esthétique et l'aspect de recherche, de tendance, etc. Et tout le travail de modéliste, bah, ça consiste en fait à réaliser toute l'idée créative qu'on a élaborée avant. Donc là, on transforme du 2D en 3D, quoi. Ça part d'un dessin ou d'une idée et, euh, et le processus de création, ça vient plus avec les modélistes qui sont là. C'est les petites mains dans les grandes maisons de couture, quoi, en général. Et donc toi, du coup, tu prends en charge ces deux aspects-là. Tu fais à la fois la Ouais, création et le modélisme, le passage justement par ces petites mains, c'est toi? c'est ça. C'est ça. Oui, parce on peut être styliste, mais pas spécialement modéliste, et on peut être modéliste et pas du tout styliste. Et on peut être les deux, voilà, si on arrive un peu à gérer l'aspect créatif et la couture, enfin, tout l'aspect de la confection. Donc, oui, c'est tout à fait possible d'être les deux. Et ben, moi, j'ai commencé avec la couture, en fait. Mm. Et ensuite, je me suis dirigée un peu vers tout l'aspect donc, créatif, tout ce qui est mode, tendance, etc. Et voilà. Je me suis Ouais, formée très jeune, je devais avoir 16 ans. Ouais, ouais, c'était 16 ans et j'avais commencé des cours de couture. Et je me souviens, j'étais un peu punie l'été et c'était dans un atelier, je devais suivre des stages en été au Maroc et j'ai appris donc directement toutes les bases de couture, etc. Bon, au début, c'était un petit jeu, donc pour moi, voilà, c'est un petit atelier, ça allait. Puis après, en fait, j'ai vraiment pris goût et je me suis vraiment appliquée. Et puis, j'ai été en plus à cet âge-là, vers 16-17 ans, on s'intéresse beaucoup à la mode, etc. Et naturellement, je continue en fait dans cette voie. donc du coup, finalement, tu as pris un petit peu pas le problème, mais le travail par le côté le plus manuel. Tu as commencé par Ah, la couture et puis tu es allé plus ou moins rapidement vers le stylisme ensuite. exactement, ouais. Et donc, du coup, tu disais que tu t'étais formé très tôt, donc à partir de 16 ans, mais est-ce que tu as eu une formation? Est-ce qu'il faut un diplôme pour être styliste ou est-ce que n'importe qui peut être styliste comme ça s'il a les belles idées Ouais, pour est-ce moi, qu'il y a non, des pas? il faut pas un diplôme pour être styliste. Et encore moins un diplôme pour être modéliste. Après, c'est vrai qu'il y a des aspects qui sont plus spécifiques, mais ça, c'est plus pour la fast fashion, des choses comme ça, et que là, vraiment, on commence à demander des diplômes, etc. Mais en soi, quand on a du talent, on a du talent. Hein. Et en général, quand on regarde bien, c'est vrai, quand on regarde les grandes maisons de couture, c'était pas des gens diplômés. Hein. Si on regarde Gabriel Chanel, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de diplôme de couture. Yves Saint Laurent, ben,
voilà, il a pris du tissu, des épingles, un buste et il a réalisé des costumes. Et c'est comme ça que ça part, en fait. Quand on a du talent, en réalité, on peut s'en passer du petit papier. Donc, le diplôme n'est pas forcément quelque chose de très, très important dans ton boulot. On Non, peut y après, arriver aussi. c'est toujours bien de l'avoir. Et puis, comme je dis maintenant, dans les maisons de couture, c'est assez compliqué, ou même, on va dire, dans la mode en général, parce que c'est un milieu très fermé. Vaut mieux toujours l'avoir, comme un peu tout, je dirais, mais très honnêtement, quand on étudie la mode, on se rend bien compte que les plus grandes maisons qu'on connaît aujourd'hui, ce pas des gens qui ont suivi quoi que ce soit au niveau d'études pour avoir un diplôme pour faire ce qu'ils font. Quoi. Donc, non, ils ont développé d'abord leur travail et ensuite, à partir de là, ils ont commencé à créer tous ces cours, etc., qu'on connaît aujourd'hui, toutes ces écoles qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est hyper intéressant. Mais finalement, tu veux dire aussi qu'il y a des possibilités de formation pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment et qu'il y a des possibilités pour se former et des filières qui mènent vers ce métier-là. Mais je ne sais pas si tu les connais un petit peu. Tu pourrais, par exemple, je sais pas, nous dire s'il y a des possibilités de formation au métier de stylisme, modélisme à Bruxelles, si tu les connais. Bien sûr, il y a pas mal de centres de formation qui donnent des cours du soir, des cours en privé. Il y a des cours de couture aussi, beaucoup d'ateliers qui se font à Bruxelles. Par contre, tous les noms, je ne saurais pas tous vous citer, mais Ouais. en tout cas, je sais qu'il y en a pas mal. Quoi. Ça, je sais que même, il y a un centre, je sais, à Uccle en tout cas, qui le fait, ça je suis sûre. Qui donnent des cours de couture en cours du soir. Il y a aussi des hautes écoles qui donnent aussi en cours du soir. Et voilà quoi. Donc oui, c'est possible. Hein. Et je me posais du coup la question, est-ce que c'est dans ton expérience, même si tu as des collègues ou des gens avec qui tu bosses, est-ce que c'est plutôt un job que tu fais en première intention ou est-ce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se reforment et qui décident d'y arriver après une première expérience professionnelle? Je dirais, on peut se réorienter à n'importe quel moment. Quoi. C'est pas... Enfin, pour moi, personnellement, je pense que quand on a un peu de talent et on a un aspect créatif fort développé, on peut le faire. Il n'y a pas d'âge ou il n'y a pas de moment précis si tu as envie de te lancer dans le stylisme. Ben, tout s'apprend, donc c'est pas vraiment quelque chose, c'est une difficulté, on va dire, de pouvoir y accéder. Mais après, c'est tout le travail qu'il y a après qui est compliqué. Quoi. Ouais, peut-être le travail C'est la plus durée, concret. en fait, qui est compliquée. Mais justement, pour revenir un petit peu à ce travail et puis à la réalité de ce travail, moi, je me demandais pour que ça soit un petit peu concret pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que Ouais. tu pourrais nous expliquer un projet sur lequel tu as travaillé récemment ou pas, d'ailleurs, mais qui t'a particulièrement plu et qui t'a particulièrement tenu à cœur? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Mais un travail qui m'a vraiment plu et auquel je ne m'attendais pas trop, c'était de travailler donc pour. J'ai travaillé à un moment donné pour Walibi et je devais faire des costumes. Donc, c'était vraiment mon tâche de faire des costumes pour toutes les mascottes et aussi pour la période de Halloween. Et moi, je n'étais pas du tout formée pour faire des costumes. Je ne savais pas, j'avais jamais vraiment fait. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi. Donc, j'avais commencé avec quelques costumes. Puis quand ils ont vu que ils ont vu que le travail était quand même bien fait, etc., que ça leur plaisait vraiment. On est parti après sur une thématique pour Halloween et c'était, je pense que c'était des costumes un peu inspirés de la Russie. Ok, Et voilà, pour moi, c'était vraiment un truc tout nouveau et une expérience que je n'avais, voilà, auquel je ne m'attendais vraiment pas. Et au final, ça m'a vraiment plu et j'étais assez contente. Et en plus, mon travail était affiché partout. Il y avait eu pas mal d'affiches qui étaient dans les métros.
je sais pas, quand tu roulais des grandes pancartes là, avec les pubs et on mettait en valeur en fait les costumes que j'avais créés. Et pour moi, c'était une grosse satisfaction. C'était la première fois que je faisais des costumes et en plus, ils étaient partout dans la Belgique, donc c'était énorme. Ouais. Effectivement, ça doit être une sacrée satisfaction de voir son travail affiché partout, y compris dans le métro. Et ça doit faire un peu bizarre aussi. Ouais. Ça faisait bizarre parce que je passais à côté et j'étais là, mais c'est qui a fait ça? Non, c'était incroyable, franchement, c'était fou. Mais non, j'ai adoré ça. C'était l'une des expériences auxquelles je ne m'attendais absolument pas et c'est ça qui m'a vraiment le plus. Mais du coup, c'est extrêmement intéressant aussi, je trouve, parce que ça montre bien qu'il y a une variété de clients, entre guillemets, pour les appeler comme ça, qui peut être très importante quand tu es styliste, quand tu fais ton travail. Mais du coup, je me pose la question de combien de temps ça te prend justement de les approcher et comment tu le fais? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des aptitudes peut-être de marketing ou de communication que tu es obligé d'apprendre un peu sur le tas? Alors moi, très clairement, j'ai appris tout sur le tas. Et c'était beaucoup les réseaux sociaux en fait qui m'ont un petit peu, on va dire, mis en lumière parce que au début, je postais sur Facebook, un peu comme tout le monde, avant que Instagram ne fasse. C'était vraiment beaucoup Facebook et en fait les gens, c'était du bouche à oreille et c'est parti très vite. J'avais posté quelques créations que j'avais faites, c'était pour mes sœurs à l'époque. Et ça a vraiment plu. Et puis, du coup, j'avais plein de personnes qui écoutaient, des personnes qui travaillaient pour des organisations, des ASBL, des choses, enfin, différents trucs. Ouais, et j'avais vraiment un engouement autour de moi. Et c'était assez intéressant parce que pour moi, c'était une première. Et en plus, du coup, j'apprenais, je devais apprendre à rédiger tous mes mails, toute la communication, je devais apprendre à la faire moi-même. Je passais par personne vraiment pour la faire pour moi. Et, non, c'était intéressant parce que du coup, j'ai eu l'occasion de travailler pour un magazine, plusieurs magazines où j'ai pu proposer mes services. J'ai travaillé avec beaucoup de collaborations, avec des étudiants aussi qui étaient en travail de fin d'études et qui m'ont demandé en fait mes créations pour pouvoir mettre en avant un petit peu leur communication aussi. Des présentateurs pour des événements. Ouais, j'ai eu quand même pas mal de trucs au final. Quand je réfléchis bien. Ça fait Voilà. pas Et mal, à ouais. côté de ça, il y a eu tous les défilés qui étaient, des gros défilés qui étaient organisés en Belgique et auxquels on me demandait à chaque fois pour des participations. Et j'en ai fait quelques-uns qui étaient vraiment pas mal. Effectivement, c'est le cliché qu'on a, non? On pense styliste, on pense directement défilé. Mais finalement, il y a plus de choses que Le ça. défilé, pour nous, c'est juste une publicité, quoi. Parce que Ouais. le travail qu'on fait derrière, c'est beaucoup plus conséquent que juste venir et essayer sur des mannequins et les faire défiler. Oui, clairement, c'est aussi un boulot, mais c'est plus le boulot des organisateurs d'événements, ceux qui s'occupent, on va dire, d'une grande partie du spectacle. Et nous, on vient juste avec nos créations. Ouais, je vois. Je vois. Mais c'est intéressant aussi de voir que le cliché qu'on a, c'est juste une publicité, une partie peut-être vraiment pas très importante au regard de tout le travail que t'as en parallèle, quoi. Mais ouais. Ça. Bon, Mais après, c'est quand même une bonne pub. On va pas non plus, c'est quand même une bonne pub parce que les défilés, on connaît, c'est très restrictif. Tout le monde ne peut pas participer. Bon, en Belgique, c'est pas du tout comme en France parce qu'on a quand même, on peut quand même acheter son ticket pour aller à un événement et pouvoir voir le défilé. Mais bon, ça reste quelque chose d'assez inaccessible, on va dire, et excitant pour la personne qui va venir voir un défilé et puis après, qui découvre en fait d'autres univers, d'autres créations, etc., qui changent un peu de ce qu'on connaît de la fast fashion, etc. Et non, c'est toujours intéressant parce que du coup, on touche peut-être même un public auquel on ne pensait pas et ça, c'est pas mal. effectivement, c'est sûr que ça doit être sans doute le moment d'une ouverture de communication et de publicité de ton travail
qui doit être assez important. Mais je note bien finalement que c'était très important pour toi les réseaux sociaux au début, et puis que c'est ça qui a permis un bouche à oreille de plus en plus important finalement. Mhm. Ouais. Mais du coup, Ouais, ça va comme ça. dis-moi, je voulais pas te couper. On parle en même temps, ça ne va pas, Damien. Non, je disais, c'est exactement ça. C'est exactement. Et je vois qu'il y a des petites questions, je peux quand même les lire. Ah, je vais comme. Ouais. Et oui, si tu veux, j'ai moi une dernière question, puis ensuite je pense qu'on peut directement prendre les questions qui défilent sur le chat. Mais moi j'avais simplement une question par rapport à ton équilibre finalement entre vie privée, vie professionnelle. Tu nous as dit tout à l'heure que finalement le métier, il était quand même très axé sur une création un peu solitaire au départ, et puis ensuite pas mal de contacts avec d'autres professionnels. Mais voilà, est-ce que ces phases de rush, est-ce que le quotidien de ton travail, c'est quelque chose qui te permet de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle de manière assez simple, ou est-ce que c'est difficile? C'est difficile. C'est Parce que difficile? franchement, c'est difficile parce que c'est énormément de boulot. Bon, après, il y a des moments où c'est un peu plus calme, évidemment, mais franchement, c'était beaucoup, beaucoup de travail et des fois, ben, c'est beaucoup de nuits blanches. Donc, ouais, ça prend, on va dire que le travail prend plus d'espace qu'un travail de bureau lambda, on va dire. Parce que là, franchement, on est animé par ce qu'on fait. On veut vraiment voir notre résultat très vite, etc. Et bah, du coup, on travaille d'arrache-pied jusqu'à obtenir notre création. Donc, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Et du coup, c'était compliqué d'allier les deux. Mais voilà. Donc, ouais, un boulot quand même très prenant parce que boulot passion, quand même. C'est ça. Ok. Ben, écoute, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Comme je vois pas mal de questions qui commencent à s'accumuler sur le chat, je pense qu'on peut directement commencer à les prendre, peut-être dans l'ordre. Et surtout, n'hésitez pas à me demander la parole si vous voulez poser une question directement à Amy. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez simplement à lever la main sur Zoom pour que je puisse vous voir, et puis je vous donne la parole directement. Mais voilà, on peut commencer à prendre les questions du chat. Surtout, ne soyez pas timide, on est quand même entre nous, hein. Et sans doute, vous avez peut-être pas trop l'occasion de parler à une styliste en vrai, donc c'est le moment ou jamais. Donc du coup, il y a un des participants ou une des participantes, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas le prénom, qui demande bonsoir. À la base, est-ce que tu étais doué en dessin ou est-ce vraiment nécessaire pour être styliste? Déjà, je réponds à la première question. Je n'étais pas du tout douée en dessin. Alors là, vraiment pas, mais vraiment pas. Je dessinais comme un enfant de 3 ans, quoi. Mais les cours de dessin m'ont beaucoup aidé. Et franchement, c'est quand même pas mal quand on sait un peu dessiner parce qu'on sait plus ou moins vers quoi on veut aller. Donc, et c'est chouette de pouvoir le reproduire en dessin parce qu'on a déjà une petite esquisse de ce qu'on veut obtenir. Après, il est aussi tout à fait possible de réaliser, on va dire, ces esquisses avec des coupages, enfin, avec des découpes, etc., de magazines ou des choses comme ça, et et de faire des assemblements avec des collages, etc. Et c'est tout à fait possible. Hein. On n'est pas obligé de faire du dessin pour pouvoir être styliste. Il y a plein d'autres techniques qui fonctionnent très bien aussi. Alors, oui, je Donc, pense du coup, c'est pas du tout obligatoire d'être doué en dessin. Si je comprends bien, tu peux non. aussi faire des découpes et puis. Bien sûr, il y a d'autres techniques pour pouvoir exprimer son Ouais. idée. Il ne faut pas se limiter au dessin. Il y en a plein qui font même pas de dessin. Qui font même pas de dessin? Ah ouais. Les mecs, ils font pas du tout du dessin. C'est vraiment, ils découpent des formes, etc. Et des couleurs dans des magazines ou autres. Et après, ça leur permet de voir un peu la texture qu'ils veulent donner, Ok. on va dire, au résultat et des couleurs exactes qu'ils veulent donner au résultat. Donc, c'est pas nécessaire le dessin. Et donc, du coup, dessin, quand tu l'utilises, c'est plutôt à la main ou c'est plutôt sur des outils numériques? Moi, je préfère à la main, Tu préfères personnellement. à la main? Moi, j'aime bien à la main. Ouais, je préfère. Après, il y en a qui sont très doués à faire des dessins numériques Ouais. et je trouve ça génial. En plus, ben, maintenant, il y a
y a plein d'outils pour réaliser ces croquis et je trouve ça vraiment chouette. Mais ouais, la main, c'est voilà, plus chouette. Pour moi, personnellement, je préfère. Bah, du coup, c'est cool parce que moi, je pourrais même me reconvertir dans le stylisme. Je dessine comme un enfant de 3 ans aussi, donc c'est très bien. Ouais, Et du coup, il y a une autre question. Je pense que c'est un nom de famille de monsieur ou madame Taibi qui dit: Salut, est-ce que tu vis du stylisme ou est-ce que tu dois compenser par autre chose? Non, je ne vis pas du stylisme. Très, très difficile en Belgique de vivre du stylisme. Franchement, ceux qui arrivent, chapeau. Mais non, je compense. Évidemment, je travaille à côté et j'ai dû beaucoup travailler à côté au début aussi pour pouvoir. Enfin, il fallait que je travaille pour avoir des sous, pour pouvoir m'acheter les matières premières. Et ça aussi, c'était assez compliqué. Donc, ouais, non. Malheureusement, on n'y est pas encore hein, de vivre avec ces créations. C'est assez compliqué. Et du coup, je crois que ça rejoint quand même pas mal une des questions qui est juste en dessous, qui est celle de Raouda Sharki. Bonjour, est-ce qu'il faut avoir les moyens pour avoir le matériel et pour les coûts? En gros, voilà, est-ce que tu dois avoir un capital de base peut-être pour commencer ton activité et puis, Ouais, ouais, c'est quand même important. Faut se dire, il faut se mettre vraiment en tête parce que ça coûte très cher en fait. Même quand tu es aux études en stylisme, ça coûte très cher. Je me Ok. souviens, ma première année de stylisme, je travaillais en étudiante et j'avais plusieurs boulots pour pouvoir m'acheter juste le matériel nécessaire juste pour les patronages, les dessins, etc. Ça me coûtait vraiment très cher. Alors après, quand il fallait passer à la création, etc., bah, les matières premières, elles coûtent vraiment très cher, quoi. Ouais, il faut un petit capital un peu pour commencer. Bon, si tu as des personnes qui sont prêtes à investir en toi, c'est encore mieux. mais, euh, mais clairement, au début, c'est un peu difficile. Tu veux faire ses preuves pour qu'on te fasse confiance, pour qu'après, qu'il y ait des personnes qui puissent investir, etc. Mais c'est très difficile au départ. Ouais. Parce que du coup, je Mais suppose c'est que là, pas inaccessible. Hein. On peut le faire. Pardon. parce que du coup, peut-être la plupart du temps, Damien. les gens ils te payent à la livraison de ce qu'ils ont demandé, mais pas vraiment pour que tu puisses acheter tes matières premières et tout le matériel auparavant, si je comprends bien. Euh, Est-ce que tu peux répéter la question parce que je n'ai pas très bien compris. Oui, bien sûr. Je me demandais simplement si en fait les gens ils te payaient une fois que qu'ils avaient reçu livraison de ce qu'ils t'avaient commandé ou si au début ils t'aidaient un petit peu à acheter justement ces matières premières, etc. Une fois que tu es styliste, hein, pas quand tu es étudiant. Non, quand tu es styliste, bah, les matières premières, tu es obligé de les acheter pour pouvoir créer des Ouais. créations, pour pouvoir après les revendre. Et oui, les revendre, les exposer, etc. Donc c'est un investissement que tu dois faire de toi-même, de ta poche, dans un Ouais. premier temps. Et une fois que bah, c'est fait, si après ça se revend, tant mieux. Tu as la chance, tu peux un peu refouler les caisses. Mais si ça ne se revend pas, bah, c'est là. Et puis voilà. Mais c'est un investissement que tu as fait et que malheureusement, bah, voilà. Mais bon, tu es obligé de passer par là. À un moment donné, il faut ce qu'il faut, quoi. Et ouais, il faut ce qu'il faut. Ouais, Donc on ouais, comprend c'est bien très que cher. Le stylisme, c'est vraiment très cher. bah, il faut sûrement beaucoup de matériel de base pour commencer, effectivement. Et puis, mais en tout cas, c'est une réponse qui est intéressante parce que je pense que les gens, ils n'ont pas forcément non plus cette notion du quotidien et de la difficulté de mettre ça en place. Euh, mais du coup, il y a une autre question sur le fil qui est plus au niveau de ton inspiration. D'où est-ce que tu tires ton inspiration, Ali? Alors, moi, je m'inspire beaucoup de mes origines, on va dire. Et j'alliais beaucoup, en fait, l'artisanat marocain, parce que je suis d'origine marocaine. Et j'alliais vraiment l'artisanat marocain à des coupes un peu modernes, etc. Et c'était un peu ma signature, quoi. Donc voilà, je m'inspirais du Maroc et des artisans marocains.
avec qui j'ai beaucoup collaboré d'ailleurs. C'est assez riche, hein. Il y a énormément d'artisans et ils sont capables de faire et de reproduire n'importe quoi. Donc, c'est vraiment génial parce qu'au Maroc, tu leur expliques un peu ce que tu veux. Tu fais, on va dire, toute la phase d'esthétique. Et après, c'est comme un peu un modéliste, sauf que lui, ben, il fait que son travail artisanal et Ouais. au final, ben, ça se marie super bien. Et, et voilà, ben, c'est un peu, voilà, c'est mon inspiration et ma signature. Et justement, est-ce que c'est marocain berbère ou est-ce que c'est pas marocain berbère? C'est une autre des questions qui a été posée sur le chat. Ah, je dirais, ouais, marocain berbère. Bien que je ne suis pas berbère, mais c'est c'est une culture que j'aime beaucoup et clairement, je me suis beaucoup inspirée aussi. Surtout ma dernière collection, elle était carrément signée berbère, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, il y a Lucie, je crois, qui demandait: «Est-ce que tu pourrais nous montrer des dessins ou des créations?» Oh mince. Je sais Je pas si tu as ça pourrais, sous la main. C'est vrai que moi, mais j'ai pas ça sous la main. J'ai, ouais, j'ai pas ça sous la main, malheureusement. Mais je pense que sur mon site internet, je sais pas si je peux le noter. bien sûr. Je vais le mettre. Et alors, il y a toutes mes créations. Enfin, Peut-être que je peux le partager directement avec les participants oui. du chat. Comme ça, vous pouvez aller jeter un œil aussi, c'est Ouais. vrai, à ce qu'elle lui fait. Hop. Et par contre, mes dessins, je sais pas. Je pense pas que ce soit sur le site. Mais, mais bon, après, tu peux toujours me rajouter en privé, je te montrerai. Mes dessins, c'est pas glorieux. Mais, donc, il y a une évolution quand même de mes premiers dessins à mes dessins d'aujourd'hui. C'est bon, pas... Et en fait, plus tu dessines, plus tu t'améliores. C'est vraiment le dessin, faut dessiner tout le temps, il faut avoir des idées tout le temps. Il faut garder un carnet en fait avec soi tout le temps, pas uniquement pour le dessin, mais même quand on a une petite idée d'un truc qu'on veut, on se dit ah ben tiens ça pourrait être bien sur ça ou tiens ça pourrait être bien. Il faut toujours tout noter. Bon maintenant on a de la chance d'avoir des smartphones et qu'on peut tout photographier etc. Et c'est bien de faire comme un petit mood board avec tout plein d'idées et ça peut rester même sur des années et après revenir sur une idée qu'on avait de base, etc. Peut-être l'améliorer, pourquoi pas la réaliser. Donc, ouais, ça, c'est super intéressant, surtout quand on est dans le stylisme, c'est vraiment l'indispensable. Il faut garder ça sur soi tout le temps. Et ça aide énormément parce que des fois, on a une idée en tête et qu'on se dit, ah oui, je ferais bien ça, comme ça, comme ça. Puis bon, après 10 jours, si tu n'as pas une bonne mémoire, tu Et risques tout de qui c'est disparaît. vraiment compliqué. Donc, non, c'est toujours intéressant. Donc, Voilà. Et pour les dessins, c'est vraiment tous les jours. Faut, il faut dessiner tous les jours. Donc, pour avoir vraiment. Bon, après, il y a des gens qui sont hyper bons en dessin, mais juste en dessin, quoi. Après, pour tout ce qui est du reste, ils ne savent pas faire du tout. Et comme je disais, quand tu es styliste, tu n'es pas spécialement doué en dessin. Tu peux très bien créer de belles choses sans pour autant être doué en dessin. Et puis, bah, tu as des personnes qui sont illustratrices de mode et qui font ça très très bien, mais qui font que ça. Et, et voilà. Mais des fois, il y en a qui travaillent ensemble, ça match. Hein. mais du coup, moi, j'ai juste une question très rapide pour rebondir là-dessus. Est-ce que c'est une exception toi, tu aies travaillé toute seule ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez commun finalement dans le secteur de travailler toute seule et de faire appel à des professionnels de temps en temps comme ça en appui? Moi, personnellement, c'est parce que j'aime bien travailler seule, en tout cas pour mes créations, etc. J'aime bien travailler seule. Après, j'aime bien aussi demander l'avis. À chaque étape de mes créations, je demande toujours l'avis de quelqu'un de neutre, quoi. Et j'essaie d'avoir un avis et, objectif, quoi. Et voilà, si ça plaît à une personne qui n'est pas du tout branchée mode et qui trouve que c'est sympa, joli, on est sur quelque chose de bien, bah, je continue jusqu'à m'améliorer au maximum. Mais en général, moi, je travaille beaucoup seule. Et après, vraiment, quand c'est l'étape de la confection,
Là, bah oui, je fais appel à des artisans parce que j'ai déjà des idées que j'avais mis en place au départ, que je voulais absolument avoir. Et forcément, ben, je ne sais pas tout faire tout seul. Bah oui. Donc, par exemple, le travail de broderie, de perlage, etc., ben, il y a des personnes qui ne font que ça. Donc, autant travailler avec des personnes qui sont douées dans ce qu'elles font, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, comme beaucoup de personnes, c'est très difficile de se spécialiser dans tous les métiers qui rentrent dans notre activité. Donc, il faut de toute façon faire appel à des gens qui sont plus spécialisés que soi. Oui, c'est ça. S'il y a des personnes qui sont vraiment douées dans un domaine, il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui est top dans un domaine que essayer de le faire soi-même et d'être un peu bâclé. Donc non. C'est toujours bien d'être entouré quand même de personnes qui travaillent, en tout cas au niveau de la conception. Ouais. Du coup, hein, on continue à prendre les questions qui s'accumulent de plus en plus sur le chat. Oui, il y a énormément de questions, je vois. T'as vu, hein? Il y en a pas mal. Hein. Ouais. Il y a Lucie qui demande, j'essaie de les prendre dans l'ordre et de n'en oublier aucune, hein, j'essaie de faire attention. Il y a Lucie qui pose une question par rapport à Anvers. On parle d'Anvers comme le nouveau Londres dans le secteur de la mode. Qu'en penses-tu? Je pense que parce qu'Anvers, il y a une très très bonne école. Et effectivement, beaucoup d'étudiants d'Anvers sont finis dans des grandes maisons. Et en plus, à Anvers, ben, ils sont, on va dire ce qu'il y a à Anvers, ils sont fashion, quoi. Les gens ont un vrai goût, un vrai attrait au niveau de la mode, qu'on a un petit peu moins à Bruxelles, malheureusement, et moins ailleurs, en fait. Et je trouve que oui, Anvers, c'est un petit peu le Londres. Enfin, les gens osent plus, ils s'affirment dans leur choix vestimentaire. Déjà, c'est déjà énorme, parce qu'en plus, enfin, pour tout créateur, quand on voit des personnes qui sont hyper affirmées dans un style particulier, etc., ben, c'est plus motivant de vouloir créer pour des gens qui s'affirment que pour des gens qui vont vouloir juste s'habiller, en fait. Et voilà, parce que c'est aussi un challenge pour les créateurs de pouvoir les combler ces personnes qui sont toujours à la recherche de renouveau, d'être avant-garde, etc. D'ailleurs, en parlant de ces personnes à la recherche de renouveau et d'avant-garde de leur style, finalement, il y avait une question que j'ai oubliée qui était comment est-ce que tu définirais ton style à toi de création, hein. Oh là là. C'est difficile. C'est difficile de se définir, en fait. Mais moi, vraiment, je me projetais, honnêtement, vers un travail de futur. Donc, je faisais vraiment du sur mesure et je n'étais pas du tout attirée en fait par le fast fashion, donc, ce qu'on connaît d'aujourd'hui, enfin Zara, tout ça. Ça ne m'intéressait pas en fait de travailler dans ce milieu-là ou de faire juste de la mode, quoi. Moi, j'avais vraiment envie de créer des pièces uniques pour des femmes uniques. Donc, voilà. Donc vraiment des pièces uniques et un truc très qualitatif finalement. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ok. Donc Zara pas trop. Pour ne Zara, pas citer que trop. cette Et puis marque. en plus, on est un peu en guerre aussi avec toute la fast fashion parce qu'ils copient vraiment tous les stylistes en fait qui n'ont pas de poids comme une maison de couture par exemple. Et ben, c'est beaucoup du copiage. Et malheureusement, dans la mode, ben, tout le monde se copie. Et les géants comme Zara, enfin Inditex, etc., ben, ça prend toutes les idées, on va dire, des nouveaux stylistes, donc c'est compliqué. Mais il faut savoir aussi que même dans les maisons de couture, quand un styliste travaille dans une maison de couture, il va donner ses idées, et c'est des idées qu'il va un peu vendre, on va dire, à cette maison. Donc lui, il va faire son book, etc. Et s'il y a une idée qui plaît au directeur artistique, il va prendre son idée et il va mettre le nom, je sais pas, dire, par exemple. Et voilà. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Ça fait partie, Mais moi, ça me fait me poser une question importante. Comment tu arrives à justement. Est-ce qu'il y a un moyen que tu as pour te prémunir du fait que des personnes s'inspirent ou copient directement ton travail ou est-ce que c'est trop compliqué pour prévenir ça?
trop compliqué. Où tu as une idée, que tu l'as, je sais pas, que tu l'as publiée sur les réseaux, peu importe, et qu'il y a une personne qui prend exactement la même idée que toi, et c'est ce qui m'est arrivé souvent, et qui modifie, je sais pas, peut-être la couleur, ou peut-être une coupe, peut-être si c'est long, on te la met en cours, bah, c'est déjà plus ton idée. Donc, c'est assez compliqué. Ça, c'est frustrant vraiment de voir. Ça j'ai beaucoup lu, hein, par contre. Sur les réseaux, c'est une horreur, parce que tu vas pas en étant super fier de toi, et après, quelques mois plus tard, en fait, tu vas revoir ton travail chez un autre styliste qui a exactement la même idée que toi, qui t'avait suivi auparavant de son côté, je sais pas, dans un autre pays, quoi. Mais ça, c'est une réalité, il faut s'attendre à ça. Puis après, bon, la mode, c'est tout le monde se copie, on va dire. Hein. Puis, ça s'inspire vraiment des maisons de base, et puis après, ben, ça descend en échelon, mais. Donc, c'est pas comme une partition de musique. Tu peux pas mettre un copyright dessus et toucher des royalties de temps en temps. Non. Ouais, bah ça doit être assez difficile de contrôler ça, effectivement. J'ai une question maintenant un petit peu plus concrète de Alix. Bonjour, pourriez-vous me donner un conseil pour me lancer? J'ai 16 ans et je suis pour l'instant en 5e secondaire. Qu'est-ce que tu le dirais, Alix? Ben, Alix, j'avais aussi 16 ans, j'étais également en 5e secondaire, j'étais dans une école qui faisait de la mode et création à Nivelles, et j'ai vraiment adoré cette école, et ça m'a appris beaucoup, en fait. Et tu peux commencer peut-être en secondaire, voir si ça te plaît, et si vraiment tu as une motivation et que tu veux vraiment continuer dans cette voie-là, ben, il y a plein d'autres écoles qui peuvent t'accueillir. Si c'est vraiment quelque chose que tu vois déjà ça te plaît moins, écoute, tu peux beaucoup rêver, mais clairement, une fois que tu es dedans, il faut bosser, quoi. C'est pas juste des strass et paillettes, c'est pas juste être bien habillé. Comme je t'expliquais, Damien, il faut pas spécialement avoir du style pour créer de la mode. Tout est dans la tête et dans les mains. Donc voilà. Mais je te conseille vivement d'essayer l'expérience. Après, à toi de voir. Et puis tout le monde a des parcours différents, et pourquoi pas, peut-être que tu seras une future Coco Chanel, Coco Mademoiselle, tout ça, Dior, je ne sais pas. Et si Mais il faut se lancer. De toute façon, quand on a... Pardon. Non, je voulais pas te couper. Vas-y. Non, je disais, il faut se lancer quand on a une idée en tête, il faut le faire, il ne faut pas avoir de regrets, donc il faut tester l'expérience. Après, tu verras, Alex, mais voilà. Et donc, du coup, toi, tu as commencé à Nivelles en 5e secondaire. Il y avait une filière spéciale dédiée? Oui, elle existe toujours en plus, cette filière. Et c'était, moi, j'avais fait beaucoup de recherches parce que je ne trouvais pas d'école en Wallonie, parce que bah, j'habite la Wallonie, et je ne trouvais pas d'école qui faisait cette option-là. Et au final, bah, j'ai trouvé une école à Nivelles, et j'étais très contente. Franchement, j'ai beaucoup appris aussi en complément des stages que j'avais fait au Maroc. Franchement, c'était top parce qu'on avait déjà toutes les bases. Et concrètement, quand je suis arrivée en autre école, bah, je m'ennuyais un peu en première parce que je revoyais les bases que j'avais déjà en 5e ou en 6e secondaire. Ah ouais, donc du coup, ça t'a permis de commencer avec une base un peu plus solide pour aller vers la haute école ensuite. Exactement. Ouais. Cool. Bon, Alix, n'hésite pas à nous dire si tu as besoin de plus de précision aussi dans les questions. N'hésite pas à prendre la parole aussi, à lever la main si tu veux sur Zoom, et puis tu peux prendre vraiment la parole quand tu souhaites. Lucie, qui a aussi posé une question. Je suis allée voir sur ton site et je me demandais si tu sélectionnes toi-même tes modèles et si tu les photographies ou si tu fais appel à un photographe. Alors, pour le site, oui, j'ai sélectionné moi-même les modèles. J'ai fait appel à une photographe qui les avait photographiés. Moi, je suis pas trop douée niveau photo. En tout cas, au niveau photo pro, enfin, si c'est pour des paysages, ça va, mais pour la mode, je suis pas trop douée.
Et du coup, j'avais fait appel à une photographe qui avait fait le shooting avec moi. Et en général, je suis pas, comment dirais-je, enfin, pour des défilés, etc., j'ai pas vraiment de choix que de prendre les modèles qu'on sélectionne pour nous au préalable. Pour nous, on doit juste donner des mensurations, etc. Mais pour les shootings, etc., bah, j'avais envie d'être libre de choisir en fait les modèles que je voulais. Et voilà, j'ai pris juste 2 modèles, j'aurais pu prendre plus, mais c'est beaucoup de travail un shooting. Donc, je me suis dit avec 2 modèles, ça fera l'affaire. Et voilà, en plus, j'ai pas pris des standards, j'ai pas pris des mannequins qui faisaient 1m80 par exemple. Et j'étais très contente d'avoir une fille qui faisait 1m60 et une autre qui faisait 1m70 et voilà quoi. C'est chouette. Ça, c'est vrai que c'est chouette, effectivement. Ouais, bah ouais, ça change un peu parce qu'on Ça nous a change un imposé peu. beaucoup. Et ça, je trouvais ça dommage. Les défilés, c'était fort imposé. Il y avait un critère de mannequin qui était imposé, donc c'était assez compliqué. Maintenant, bon, je vois que ça s'ouvre un peu plus. On essaye de choisir un peu des personnes qui nous ressemblent, etc., pour pouvoir que chaque femme puisse s'identifier à des marques. Mais avant, c'était pas du tout comme ça. Et encore maintenant, c'est beaucoup fermé. Par exemple, quand tu regardes dans les défilés, il y a une petite minorité de personnes de couleur ou de personnes petites, etc., qui puissent défiler sur les podiums, quoi. Ça, c'est quand même Ça, justement, c'est quelque chose que tu as vu aberrant évoluer. parce que tout le monde ne fait pas 1m80 ou. Oui, j'ai vu ça évoluer, mais bon, sur le tard, quoi. Je crois qu'ils ont pris vraiment ouais, beaucoup de retard parce que je pense qu'ils auraient dû commencer ça très tôt, en fait. Après, c'est mieux vaut tard que jamais, genre. Mieux vaut tard que jamais, c'est clair. Mais donc, du coup, tu dis que Ouais. c'est encore assez marginal, finalement, qui est, comme tu disais, des personnes de couleur ou qui est des personnes plus petites. En tout cas, au niveau du mannequinat, ça reste un peu… Ah oui, ils sont toujours sur leur 36, 34. Ils voient pas autre chose, quoi. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, moi, j'ai été beaucoup aussi pointé du doigt parce qu'on me disait, ah, mais tu fais que des vêtements pour les minces ou tu fais que des vêtements pour les grandes. Mais non, c'est juste qu'on m'a imposé ce modèle-là et j'avais pas d'autre choix. Mais très clairement, moi, je faisais du sur-mesure. Donc, si tu faisais une taille 54, c'était bon aussi. Hein. Voilà, c'est compliqué à faire entrer ça dans la tête, on va dire, des gens au début. Donc, mais après, c'est tout à fait compréhensible. Moi, j'étais vraiment dans une position assez compliquée. Donc. Mais s'il y a de plus en plus de gens comme toi qui essaient justement d'ouvrir un petit peu Ah oui, ça c'est et qui a vraiment très conscience bien. de ça. Franchement, c'est très bien. Moi, je trouve ça génial qu'il puisse y avoir de la diversité. Parce qu'au final, c'est ce qu'on est, quoi. Personne n'est identique. Donc voilà, et surtout les modèles, enfin, les mannequins, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens, je dirais dans la majorité, les femmes, elles ne font pas toutes 1m80, quoi. Elles font 1m50 à 60, 65. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup de femmes qui sont très, très grandes. Voilà. Et très, très minces aussi. Non, C'est mais pas bien. Ils prennent beaucoup la maigreur et tout ça, alors que c'est pas vrai, quoi. En vraie vie, c'est pas ce qu'on voit dans les rues, c'est pas ce qu'on voit. Donc, oui. voilà. Ça, c'était un peu l'aspect négatif, on va dire, du côté de la mode. Mais c'est une réalité, quoi. Mais c'est important que tu puisses la dire aussi parce que je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il doit y avoir pas mal de personnes qui sont sensibilisées aussi à ces choses-là et c'est important finalement qu'il y ait peut-être plus de représentativité ou plus de diversité en tout cas pour Ah que ouais. les gens du quotidien puissent se retrouver aussi dans la mode Ça, et c'est dans la création. important. Parce qu'au final, on vise les gens. Enfin, on vise pas une catégorie de personnes, on vise vraiment tout le monde. Donc, on a envie de pouvoir habiller tout le monde et pas uniquement une catégorie de personnes. C'est pas possible. Enfin, malheureusement, la mode, pendant longtemps, ça a été comme ça. Bon, maintenant, ça va déjà un peu mieux. Bon, on n'y est pas toujours, on n'est pas encore, hein, mais ça va progressivement. C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas si mal, effectivement. D'ailleurs, je me demandais, en regardant ton site, tu fais que des vêtements pour femmes? Il n'y a pas de vêtements pour hommes? Oui, en fait, j'avais pour but en fait, de base, c'est marrant parce que moi, de base, je voulais faire des vêtements pour hommes. Ah, c'est vrai? J'étais, ouais, et quand j'étais en haute école, en fait, on fait toujours d'abord les femmes et Ok. après, il faut faire une spécialisation uniquement pour les hommes. Du coup, cette formation, moi, je ne l'ai pas vraiment faite et j'étais un peu triste parce que moi, de base, j'aimais bien les costumes et ça ne m'intéressait pas de faire des robes. Mais, mais voilà, c'est comme j'ai eu vraiment que des bases féminines, ben, c'est un peu compliqué après pour moi de féminisme. Voilà, après, avec le temps, ça n'a pas encore été fait et peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Mais je ne suis pas en tout cas contraire à ce niveau-là. Donc peut-être des costards bientôt. Peut-être des vêtements pour hommes. Ah, ce serait trop cool. Trop cool. Bah, t'auras peut-être un client, hein. Moi, j'y pense. J'ai des vieilles chemises. Peut-être qu'il faudra que je commence après les confinements et tout ça, à commencer à penser à changer. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver, qui a plutôt à voir avec l'actualité de ton boulot. Est-ce que tu as une nouvelle collection en cours? C'est la question qui vient Non, d'arriver. pour l'instant, je ne travaille pas du tout sur une nouvelle collection et, et j'ai vraiment pas de toute façon l'envie pour l'instant de me lancer dans une nouvelle collection. Mais j'en parlerai sûrement sur les réseaux ou quoi. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas dans mes plans d'avenir. Donc voilà. Pour l'instant, je fais une petite pause hein, et on verra bien plus tard. Donc restez attentifs aux prochaines annonces, aux prochaines publications et vous en saurez plus. Exactement. Hop. Donc on est presque arrivé au bout des questions qui avaient été posées. Ah, allez, une autre question qui vient d'arriver. Raouda, dans ta collection, donc celle qui est actuellement sur ton site, je pense, qui fait les vêtements? C'est Bibi. C'est moi qui ai fait les vêtements, voyons. C'est pour ça que tu es modéliste. J'ai travaillé avec des artisans pour tout ce qui est le travail de broderie. Donc ça a été fait avant même de confectionner le vêtement. Et après, tout le travail de confection, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, c'est un travail, c'était assez compliqué au début parce que je ne savais pas trop vers quoi, comment j'allais amener le sujet. Puis après, c'était des matières que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Et au final, j'ai réussi à faire un peu ce que j'avais comme idée. Mais j'ai travaillé clairement avec des artisans marocains parce que toute seule, en tout cas au niveau de la broderie, je n'étais pas du tout douée. Et voilà, j'ai préféré travailler avec eux. Puis c'était plus précis. Vraiment, c'était vraiment ce que je voulais. Et voilà. Ok, donc du coup, tu as quand même fait les vêtements de la collection qu'on voit sur le site internet avec un recours à des artisans pour la broderie en particulier. Mais Mais pour finalement, c'est toi qui beaucoup, les as hein, fait de ta main. pour beaucoup de pièces, j'ai travaillé avec des artisans. Bien sûr, je voulais mettre en avant l'artisanat, donc forcément, j'ai travaillé avec des artisans. Après, c'était pour quelques pièces, on va dire quelques travaux, mais après, toute la confection, c'était moi derrière. Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, moi, je suis en train de revoir aussi un petit peu en même temps tes créas et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il y a une nouvelle question de Lucie qui demande: as-tu fait des collections avec d'autres stylistes pour des collections hybrides? Tu as fait des collabs avec des collègues à toi? J'ai fait des collabs, mais ce n'était pas spécialement des stylistes. J'ai collaboré avec une peintre qui, elle, a fait de la peinture sur textile. Et je pense que sur le site, on voit, et c'est un espèce de kimono couleur un peu crème. Et la peintre, en fait, a réalisé
c'est même pas, j'allais dire, oui, elle a fait une calligraphie, en fait, tout simplement. Et elle a marqué, en fait, en berbère, Eni et son nom à elle, qui est Imani. Et du coup, ben, ça ressemble à une grosse peinture et c'est super joli sur le vêtement. Donc, voilà, j'ai travaillé avec cette personne-là. Et après, non, j'ai pas travaillé avec d'autres stylistes pour des collections. D'autres, non. On m'a proposé souvent, mais les idées me plaisaient pas trop. Et voilà, j'étais pas très motivée à faire de collaboration, donc je préférais rester dans mon petit cocon, quoi. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est ces collaborations-là, cette collaboration-là en particulier ou pas, mais Lucie se demande si on peut acheter tes vêtements dans le shop ou juste dans des shops ou juste en ligne. Donc juste en ligne. Juste en ligne. Ouais. J'ai Juste en pas ligne. ouvert de boutique physique quoi, à Bruxelles ou même en Belgique. Donc, j'ai juste fait un shop en ligne. Mais c'était quelque chose auquel tu pensais, d'ouvrir une boutique en plus du travail de styliste, modéliste et de vendre directement tes créations dans un shop physique? Oui, bah, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Vraiment, c'était dans mes plans. Mais après, bon, c'était beaucoup de travail aussi. Et puis, c'est pas évident de lancer une boutique. C'est beaucoup de paperasse en Belgique. Donc, ouais, non, je me suis dit, je vais laisser ça peut-être pour plus tard. Mais pour l'instant, ben, les ventes en ligne, ça fonctionne très bien. Et voilà. Mais donc, du coup, tout à l'heure, tu disais que tu faisais du sur-mesure. Là, tu as quand même un Ouais. stock de vêtements, par exemple, que tu peux réadapter ou retoucher. Comment tu fonctionnes exactement avec les personnes qui t'achètent des trucs maintenant? En fait, ce que je peux faire, oui, si c'est par exemple des costumes déjà, il faut juste un peu réadapter le niveau de la taille, quoi. C'est faisable. Mais Ouais. après, si c'est quelque chose qu'on peut inspirer par exemple, de mes créations, qu'on veut modifier quelque chose ou quoi, enfin, moi, je refais tout de A à Z. Ah ouais, Donc, des donc fois, du c'est coup. même des créations qui n'ont rien à voir avec les collections que j'ai faites, hein. C'est des personnes qui ont des idées, qui me demandent, ah, bah, tiens, j'aimerais faire ça, comme ça, comme ça, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu as des idées, etc. Après, moi, je fais des croquis, je propose un peu mes idées, je propose un peu les matières sur lesquelles on peut travailler, etc. Si la cliente elle est satisfaite, ben, tant mieux, on commence à faire un premier prototype, on voit, on fait des essayages, on voit si ça convient. Puis si c'est OK, hop, c'est parti pour la compétition. Mais oui, en général, quand j'ai des clientes comme ça qui veulent du sur-mesure, c'est en général, c'est des robes qu'elles ont déjà peut-être une idée un peu floue de ce qu'elles veulent, mais voilà. J'ai déjà fait des robes pour des mariages, bon, ouais, pour des cérémonies, des choses comme ça. J'ai déjà fait pour des événements un peu spéciaux, quoi. Mais, Non, c'est hyper intéressant parce que finalement, voilà. Je c'est suis, deux trucs différents. ouais. Bah, il faut un peu toucher à tout, hein. Il faut toucher à tout. Donc. C'est Mais le clair. sur-mesure, il faut être attentif aux clients. Tout ça, c'est pas comme si tu vendais un pull, hein. Là, on est sur quelque chose de plus difficile, quoi. Je veux dire, il faut vraiment être à l'écoute du client et satisfaire, bah, ce qu'il désire, quoi. Et surtout quand c'est des gros événements, par exemple, pour des mariages, des fiançailles, des choses ainsi, on ne peut pas se louper, quoi. Donc, D'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà eu des moments où justement des clients ont dit OK, ça me va pas du tout et tu as dû tout refaire depuis le début? Ça arrive, ce type de choses? ça arrive, ouais. Ouais, ça arrive. Parce que, ben, il y a des clients qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ou alors, bah, si on se loupe, bah, on est obligé de le faire. En fait, c'est une responsabilité. Et quand on s'engage à faire quelque chose, en tout cas, moi, si je m'engage, je veux que la personne ne soit pas 100% satisfaite. Il ne faut pas qu'elle me dise oui, bon, ouais, mais bof. Donc, il faut vraiment qu'elle soit vraiment heureuse. Sinon, ben, je peux y passer des nuits hein, à travailler jusqu'à ce que ce soit tip-top comme on l'a décidé.
quoi. Et ouais, donc du coup, il y a sûrement une C'est vraie pour ça qu'il faut relation être de super confiance. attentif. Ouais. Ah, mais très clairement. Et voilà, il faut aussi que la cliente puisse voir l'avancement du travail, parce qu'on ne peut pas juste dire, ah, t'inquiète pas, je m'occupe de tout, puis 6 mois après, ramener quelque chose qui n'est pas du tout comme elle souhaitait, quoi. C'est pas possible. Il faut vraiment, il y a un suivi, quoi. Justement, pour ce suivi, peut-être que cette année, ton activité est un peu moins importante, mais si jamais tu la recommences dans quelques temps, est-ce que la crise qu'on vit actuellement, est-ce que le Covid va changer tes manières de faire? Pour ce suivi-là, est-ce que tu passes plutôt par des outils numériques ou est-ce que tu convies plutôt les clientes là où elles peuvent voir directement tes créations en live? Oh là là, de façon numérique, ça va être un peu compliqué parce que, Ouais. Ben, voilà, quand c'est du sur-mesure, ben, déjà, il faut prendre une mensuration, Ouais. etc. Des fois, ben, il y a des clients, j'ai déjà essayé de faire des choses à distance, mais c'est jamais vraiment bien parce que si la personne elle prend mal ses mensurations, ben, forcément, le vêtement, il ne va pas tomber comme on voudrait, etc. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Je pense qu'avec le Covid, là, il va falloir retrouver tout un une nouvelle façon de travailler parce que c'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Je sais pas, je sais absolument pas comment je vais me prendre. J'ai pas encore réfléchi à la question, mais très clairement, je sens que ça va être compliqué. C'est sans doute un peu tôt, effectivement. Ouais, C'est sans doute un peu tôt. Et peut-être aussi pour le shop physique dont tu parlais, c'est vrai que ça peut éventuellement rebattre des cartes, toute cette situation qu'on vit actuellement. Ah oui, non, clairement, ouais. Ça, c'est sûr que il faut tout revoir en fait, parce que maintenant, bah, le monde a changé, quoi. Il faut un peu vite pouvoir se retourner. Et là, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment ça évolue et on ne sait pas non plus du tout comment nous, on peut faire pour apporter une meilleure solution, quoi. C'est Ouais. super. Ouais, c'est vrai que ça apporte beaucoup de questions. Ça apporte beaucoup de questions. Ouais. Ben là, on a des questions qui commencent à devenir un peu plus personnelles, tu vois. Il y a Lucie encore Ouais. qui demande un de tes stylistes préférés, connus ou non. Alors, moi, j'ai eu plusieurs stylistes que j'aime bien. Mais quand j'étais jeune, je me souviens, c'était John Galliano. C'était celui que je préfère le plus, c'était John Galliano. J'aimais trop, 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 trop. Et parce qu'il était super théâtral dans ses défilés. C'était vraiment un gros show. En plus, lui, c'était un personnage. J'aimais vraiment tout ce qu'il faisait. Et bon, après, j'ai d'autres stylistes que j'aimais bien aussi. J'aime beaucoup Elisab parce que lui aussi, il a une façon de moderniser et de rendre très féminin, on va dire, ses créations. Et, et voilà, après, j'ai travaillé aussi avec un styliste belge qui lui habille la famille royale, qui s'appelle Bernard de Porter. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont connaître, mais j'avais travaillé pour lui et je trouvais que c'était super intéressant de, de travailler pour des clients de qualité, quoi. Parce que là, on est sur quelque chose d'énorme, hein, pouvoir travailler avec un styliste qui habille la reine et la princesse, ben, c'est fou, quoi. Donc, ouais, non, c'était pas mal. Ouais, Voilà. effectivement. Puis, après, il y a beaucoup de stylistes qui sont super doués maintenant et on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Mais très clairement, au niveau, en tout cas, l'aspect créatif, enfin, moi, John Galliano, c'est mon dada, quoi. À l'époque, en tout cas, je regardais que ses défilés. Donc, c'est en partie lui qui t'a beaucoup inspiré. En tout cas, pour faire ce métier, si je comprends bien. En tout cas, pas au niveau du style,
Ouais. Mais je sais pas, au niveau, enfin, ces défilés étaient tellement fous que, enfin, ils mettaient vraiment en scène toutes les créations et c'était incroyable, quoi. Je trouvais que c'était vraiment, il y avait ces fashion shows étaient dingues, quoi. Maintenant, bon, on est revenu sur quelque chose de plus classique, avec des catwalks plus classiques, une petite lumière, une caméra qui se modèle, etc. Mais avant, bah non, les shows c'était vraiment un grand moment, quoi. Et c'est l'aspect théâtral en fait, qui fait que, je sais pas, ça attire l'œil et du coup, bah, on a plus attiré, même si, bon, moi, le style Galliano, c'était pas du tout, enfin, je trouvais que c'était beaucoup trop chargé, etc. Mais après, ces défilés étaient juste incroyables, quoi. Justement, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, a évolué ces dernières années? Est-ce que c'est plus difficile de faire des défilés totalement fous comme ça? Ou est-ce qu'il y a simplement moins de personnes qui le font? Ben, déjà, ça coûte hyper cher. Je pense qu'il n'y a que des grandes maisons qui peuvent se permettre, mais beaucoup se sont rabattus sur quelque chose d'un peu plus sobre et qui mettent un peu le vêtement en avant. Mais c'est aussi un peu théâtral, mais moins extraverti, quoi. C'est sur quelque chose d'un peu plus sobre. Quand je regarde maintenant les défilés, c'est un peu, on se calme un peu sur la folie. Mais, mais bon, après, cette folie aussi, c'est ce qui fait un peu le buzz et ce qui fait parler aussi de la marque. Et ça a relancé aussi pas mal de maisons. Donc, c'est toujours bien. Mais bon, après, maintenant, bon, ils misent sur autre chose. Ils misent peut-être sur l'image. Ils prennent peut-être que des tops, des mannequins qui sont vraiment top pour leur show. Ouais. Voilà, ça a changé, ça a évolué, quoi. Mais j'aimais plus les défilés d'avant. Je trouve que c'était vraiment plus chouette. C'était mieux avant. Maintenant, c'est un peu lambda. Tout le monde peut faire un défilé lambda, quoi. Tu mets un catalogue, terminé, quoi. Avant, c'était plus fun, quoi. Bon, on lance un appel peut-être aux professionnels de l'événementiel, ou je sais pas quel type de professionnel s'occupe de ça, mais faites des défilés fous. C'est ce qu'on attend. Un défilé. Mais vraiment, je trouve que c'est plus chouette. Oui, c'est plus chouette. D'assister à un défilé comme ça parce qu'un catalogue lambda, on les voit partout. Voilà, c'est moins. Tandis que des défilés, on les attend. Comme le show de Victoria's Secret, ben, c'est un événement qu'on attend chaque année, quoi. On soit année et on est tous là à attendre parce que vraiment, ils misent vraiment sur le show. Il y a des artistes qui viennent chanter, etc. C'est vraiment intéressant. Et, bah ouais, ils misent sur le buzz. Voilà, pour chacun un petit peu façon de. Ouais, voilà, chacun un petit peu sa façon de communiquer son défilé. Cool. Et il y a une autre question du coup de Lucie qui vient d'arriver. Lucie demande si tu précisais tout à l'heure, Annie, que tu avais eu l'occasion de travailler pour quelques magazines. Justement, Lucie demande si tu as des magazines ou des livres que tu nous conseilles pour suivre les évolutions de la mode d'un peu plus près, autres que Vogue, etc., autres que les grands traditionnels magazines. Moi, j'ai des livres, mais comme j'ai une mémoire de poisson, je ne me souviens plus de l'édition exacte. Mais des magazines qui peuvent aider un peu à la tendance. Bah, les meilleures tendances, on va dire, c'est Elle, je connais, et Vogue, en tout cas pour tout ce qui est tendance, etc. Après, il y a beaucoup de livres sur la mode qui sont intéressants à suivre, enfin à lire, pardon, parce que ça reprend en fait toutes les maisons de couture, etc., de A à Z, hein, de leur commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, je ne sais plus du tout comment s'appelle J'en ai plein en plus, hein, c'est ça le pire. C'est que j'en ai, mais je me souviens vraiment plus de l'édition. Mais à la limite, tu peux m'envoyer Je le noterai sur le chat, mais franchement, là, comme ça, je sais pas. Tu sais quoi, tu peux m'envoyer éventuellement les noms, puis moi je l'enverrai aux participants, soit par WhatsApp, soit par mail. Ah bah super, je ferai ça alors. Je ferai peut-être même des photos comme ça, directement de quoi je parle.
Parce qu'il y a pas mal d'ouvrages, en tout cas sur la mode, et c'est super intéressant. Même des fois, il y a des maisons de couture qui font eux-mêmes leurs livres. Et je trouve que c'est quand même intéressant de savoir un peu comment ils ont commencé et toute leur évolution, c'est sympa. Et puis, il y a aussi des films à voir. Hein. Il n'y a pas que des bouquins, il y a aussi des films et des reportages sur Arte qui sont très, très bien. Tu les On ne regarde pas partages? souvent cette chaîne, mais franchement, il y a énormément de reportages sur la mode qui sont super intéressants. Si tu arrives à les J'ai découvert aussi retrouver, plein de trucs. je Ouais, partagerai je avec te les ferai. participants de nouveau. Ah, super. Ben, je ferai ça. J'essaierai de mettre les. Enfin, je sais pas si je sais mettre les liens après ce chat ou alors je peux tout envoyer en fait par après. Tout à fait. Tu peux tout m'envoyer à moi, puis moi, je me chargerai de faire le lien avec tous les jeunes qui nous écoutent. Il n'y a pas de souci. Ah, super.